Bienvenue dans l'Africaine News, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine consacrée au Bénin, le dossier du jour s'intéressera aux organisations de la société civile. Et au sommaire également de cette émission, en République démocratique du Congo, les ambitions électorales du président Joseph Kabila sont toujours aussi floues. Alors qu'on le soupçonne de vouloir se maintenir au pouvoir, l'opposition refuse toujours de participer au dialogue national qu'il a convoqué. Et au Niger, les intentions du président Mahamadou Issoufou sont claires puisqu'il est candidat à sa propre succession. Et face à lui, une quinzaine de candidats. L'opposition n'a pas réussi à s'entendre sur une candidature unique. Et ils sont avec nous autour de ce plateau. Notre invité, président de l'Union nationale, l'Union pour la nation congolaise, Monsieur Kamere Vital. Kamere, merci d'être avec nous ce soir. Merci, madame. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président congolais Joseph Kabila se présentera-t-il à sa propre succession? Constitutionnellement, il ne le peut pas, mais l'opposition le soupçonne de vouloir se maintenir au pouvoir. C'est ainsi qu'elle refuse de participer au dialogue national convoqué par le chef d'État, un dialogue pourtant jugé nécessaire par les observateurs qui s'inquiètent de la détérioration du climat politique à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est un sujet qui nous a été préparé par Olivia Yéré-Dobré. Dialogue national dans l'impasse en République démocratique du Congo. L'appel au dialogue national lancé par le président Joseph Kabila en novembre 2015 divise. Alors qu'au mois de juin 2015, les évêques catholiques appelaient à un consensus national sur le calendrier global publié par la Commission électorale nationale indépendante, les contestations restent vives au sein des différentes factions de l'opposition et de la société civile. Beaucoup de gens oublient que le 28 janvier 2012, nous avions proposé un plan au président Kabila. Nous l'avons proposé à Addis Abeba en février. Les évêques, le 5 février 2012, sont allés voir le président Kabila. Ils ont vu le président Tshisekedi. Ils m'ont vu, moi, et j'ai encore la lettre. J'étais le seul à avoir répondu positivement. Et à ce moment-là, on parlait de dialogue. Nous étions d'accord. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est biblique, ce n'est pas moi, c'est Ecclésiaste. Donc, quand les évêques parlent aussi de dialogue, ils savent qu'il y a un temps pour tout. Heureusement qu'ils ont ajouté le dialogue qui répond aux aspirations du peuple. Les aspirations du peuple, c'est quoi? Ne pas toucher à la Constitution, non au glissement, oui à l'alternance, c'est clair. Le Rassemblement des forces sociales et fédéralistes du Grand Katanga, un parti de l'opposition, propose l'annulation du dialogue national et la création du comité international d'accompagnement de la Commission électorale nationale indépendante. Cette suggestion est contenue dans le plan de sortie de crise que ce parti a adressé aux facilitateurs de l'Union africaine, Edem Kodjo. Malgré le fait que la Constitution n'autorise que 2 mandats présidentiels successifs, le parti au pouvoir interprète le dialogue national comme une nécessité. Nous les demandons, les politiques, d'aller au dialogue pour s'entendre afin qu'ils fixent, n'est-ce pas, les bases solides pour qu'on ait les élections paisibles et les élections qui amènent à ce qu'il y ait cette paix que nous voulons. Si ça peut prendre encore 6 mois, si ça peut prendre encore 2 ans, peu importe, nous voulons la paix. La meilleure façon de respecter le peuple, de respecter la volonté du peuple, c'est de respecter la Constitution. Le mandat du président va jusqu'en 2016. Eh bien, le dialogue ne pourra pas nous amener d'autres convictions qui sont du reste contraires à l'esprit de la Constitution. Aucune date n'a pour l'instant été fixée pour ce dialogue souhaité par le président Joseph Kabila. Certaines factions de l'opposition prévoient d'organiser des manifestations pour réclamer la démission du chef de l'État au terme de son 2e mandat. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo est prévue en 2016. Monsieur Kamere, vous êtes le leader de l'Union pour la nation congolaise. Vous avez rallié le Front citoyen 2016 et vous vous opposez à ce dialogue national qui a été convoqué par le président Joseph Kabila. Refusez-vous toujours d'y participer? C'est un dialogue sans objet. Vous savez, les dialogues, quand on dit dialogue, la connotation est positive. C'est une vertu en démocratie. D'ailleurs, dialoguer, c'est ce qu'on fait chaque fois à travers les institutions qui sont établis avec les animateurs élus par le peuple congolais.
Le président Kabila lui-même a dit que les institutions fonctionnent bien, il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Il nous dit d'aller dialoguer sur le calendrier électoral, sur l'enrôlement des nouveaux majeurs, sur le financement des élections et sur la sécurisation des élections. Je voudrais vous faire remarquer que les deux premières matières sont des matières exclusives de la CENI. La CENI n'est pas en crise. Et les deux dernières sont des matières du gouvernement, le ministère des Finances, du Budget et celui de l'Intérieur. Alors le président Kabila doit nous dire pourquoi on doit sortir les prérogatives des institutions, du cadre institutionnel, pour les amener dans un forum extra-institutionnel. On va violer la Constitution. Et nous disons, le président Kabila avait commencé d'abord par créer l'Office national d'identification de la population. Le peuple a dit non. Et avant ça, son ministre de l'Intérieur avait écrit un livre pour dire entre l'inanition de l'État et la révision constitutionnelle, pour dire qu'il y avait une causalité. Il faut réviser la Constitution, sinon l'État va disparaître. Et après, au mois de janvier, le 19 jusqu'au 25, vous avez suivi Kinshasa et le reste du pays, le peuple a dit non au projet de révision de la loi électorale qui conditionnait la tenue des élections par l'organisation du recensement général, puisque encore les intentions de Kabila sont restées intactes. C'est de rester au pouvoir au besoin sans toucher à la Constitution, jouer le temps, jouer la prolongation. Il y a un concept chez nous maintenant qui est connu de tout le monde, qui va entrer dans le lexique de notre politique, c'est le glissement. Alors nous disons non à ces dialogues. C'est un stratagème. Le président Kabila refuse de donner les moyens à la CENI. Pouvez-nous brandir le manque de moyens? Mais M. Kamere, vous qui plaidez pour une véritable démocratie, est-ce que vous comprenez justement que certains ne comprennent pas l'attitude de cette opposition qui refuse d'aller au dialogue? Non, nous savons que notre premier repère, d'abord, c'est le peuple congolais. À partir du moment où le peuple congolais lui comprend. On l'a vu dans le sujet, un citoyen congolais qui a appelé à ce dialogue. C'est un citoyen congolais, nous sommes en démocratie, peut parler, mais vous avez été à Kinshasa, vous avez suivi la fin de la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Tout le peuple congolais, c'est plus qu'un référendum. Dans toutes les villes du pays, sans exception, c'est la même chanson. Non au troisième mandat, nous voulons les élections. Alors qu'on venait de gagner contre le Rwanda. Et au moins, je vous parle aujourd'hui, on a gagné contre la Guinée. C'est la même chanson dans toutes les villes du pays. Et je vous dis, c'est ça la volonté du peuple. Nous voulons, ici, le président Kabila, il n'y a pas de hasard dans l'histoire. C'est lui qui a promulgué la Constitution du 18 février 2006. Il l'a promulguée. Et à l'article 74, le président qui entre en fonction, il dit « Moi », et là c'est Joseph Kabila, j'agis devant Dieu et la nation. C'est-à-dire Dieu, les morts, les vivants et les générations à venir, de respecter, d'observer et de respecter la Constitution et la loi de la République. Mais c'est lui qui doit le faire. Et il sait que le mandat, c'est 2 mandats. Il n'y a pas de 3e mandat. Qu'il ait des chantiers en cours, qu'il soit bon président ou mauvais, il n'y a que 2 mandats, hélas, comme aux États-Unis, comme en France. Et il y a une vie après la présidence de la République. Il y a quelques pays africains qui commencent à donner l'exemple. Suivons les bons exemples des pays au sud du Sahara. Alors, Monsieur Kamere, on reproche au président Joseph Kabila que ses intentions électorales ne soient pas claires. Quelles sont les vôtres? Les intentions électorales du président Kabila sont claires. Il veut rester au pouvoir. Et les vôtres? Mais face à lui, il a le peuple. Nos intentions à nous, c'est d'aller au pouvoir par la voie démocratique. Justement. Que le peuple congolais puisse trancher à travers les élections libres, démocratiques et transparentes. Nous avons été, le président Kabila et moi-même et tous les autres, signataires de l'accord global inclusif de Sun City le 17 décembre 2002. Cet accord nous a donné la constitution de la transition. C'est nous-mêmes devant le peuple congolais qui avait dit à ce peuple, avec cette constitution, finit la guerre. On ne peut plus accéder au pouvoir par la rébellion ni par un coup d'État. Désormais, pour accéder au pouvoir, on doit se présenter devant le peuple tous les 5 ans. Et ça, c'est la Constitution. Alors justement, Donc nos intentions sont claires. Nous voulons accéder au pouvoir pour amener une autre manière de gouverner. Donc par la voie des urnes. Par la voie des urnes. Donc ça veut dire qu'il y aura un candidat de l'opposition. Il y aura un candidat de l'opposition avec une vision d'un Congo qui va tirer l'Afrique par le devant. Puisque le Congo, c'est le point noir de l'Afrique au sud du Sahara. Vous savez, le Congo, c'est 53% de toutes les eaux d'Afrique. Nos amis du Niger, ils rêvent d'avoir les eaux du Congo pour renflouer le lac Tchad. Nous pouvons le faire à partir de l'embouchure du Congo. Le Congo, c'est toutes ces énergies qu'on est en train de gaspiller de Inga. C'est les minerais, c'est les terres arables. Le Congo, c'est de quoi faire rêver toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour le peuple congolais. Nous le disons pour l'ensemble du peuple africain. Pour que l'Afrique, à travers la Méditerranée,
l'Europe, nous puissions être des partenaires dans ce monde qui est en train de se mondialiser. Qu'on ne soit plus des petits-enfants, on nous parle de taux de croissance positifs, mais en même temps, nous n'avons pas de vision et d'ambition pour nous-mêmes. C'est regrettable. Nous devons nous serrer les coudes. Ceux qui ont les minéraux peuvent donner aux autres, et ceux qui ont les savoir-faire en élevage, en agriculture, nous allons échanger au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. C'est cette Afrique-là que nous voulons d'abord, qui se réconcilie avec elle-même, solidaire avec elle-même, avec une intégration au niveau de l'Afrique, et nous pouvons nous présenter maintenant dans les concerts des continents en ordre utile. Et ça, le Congo est en train de faire fausse route, puisque nous avons déjà Johannesburg en Afrique du Sud, nous avons Lagos en Afrique de l'Ouest, et si nous avons l'axe au niveau de l'Afrique centrale, de la CPGL, de l'Afrique des Grands Lacs, le Congo peut être en tout cas la locomotive et la chance pour l'humanité, et je le dis sans fausse modestie. Monsieur Camara, est-ce qu'il y aura une candidature unique de l'opposition? Il y en aura une candidature unique de l'opposition. Pour le moment, le combat d'abord, c'est d'amener le président Kabila et ses affidés à accepter l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Nous ne sommes pas des ventes en guerre, nous ne voulons pas que le sang coule. Et le 16 février de cette année, donc dans quelques jours, nous aurons une grande rencontre avec le peuple congolais. Oui, justement, vous organisez des actions pour protester contre l'éventuelle candidature du président Joseph Kabila. Quelles sont ces actions? C'est constitutionnel. Notre constitution est claire. Elle est très claire cette constitution. Elle oblige à chaque citoyen congolais de faire échec à tout Congolais, groupe des Congolais qui veulent exercer le pouvoir en violation de la Constitution ou qui veulent s'accaparer du pouvoir par un coup d'État ou en violation de la Constitution en dehors des urnes. Dans l'article 64, nous allons demander au peuple congolais de faire comprendre raison au président Kabila pour lui dire le choix est simple. Entre 70 millions de Congolais qui veulent l'alternance au pouvoir, parce que vous allez vivre après le pouvoir, et vos ambitions personnelles et quelques personnes qui veulent se cacher derrière vous, je crois que le choix est clair. Il faut faire le choix du peuple congolais, c'est quand même la voix de Dieu, le peuple. Jean-Marie, très rapidement, puisqu'on a plus beaucoup de temps, est-ce qu'on peut croire encore en un scrutin libre et apaisé en République démocratique du Congo? Je suis assez dubitatif là-dessus, dans la mesure où vous avez, si vous voulez, une pratique africaine qui est quoi? Qui est le coup d'État constitutionnel permanent. Il faut que nous sachions une chose en Afrique, comme le disait notre invité, il faut que l'Afrique puisse avancer, puisse progresser. Donc à partir de là, dès l'instant que nous violons nos propres lois, que nous votons, l'extérieur, quel est le regard qu'ils vont poser sur nous? Donc je suis assez déçu, si vous voulez, de ces coups d'État constitutionnels permanents en Afrique, là, des révisions constitutionnelles, si vous voulez, à chaque fois que vous avez un de nos présidents qui arrive, c'est-à-dire à la fin de sa mandature, obligatoirement, il faut une révision constitutionnelle. Nul n'est, comment dirais-je, indispensable à la vie humaine. Même ici, là, en France, on parlait de Gaulle à un certain moment. Il y avait des hommes politiques qui disaient que De Gaulle n'est pas indispensable. Et aujourd'hui, nous le vérifions. C'est pas que je veuille, comment dirais-je, négliger le rôle qu'il a joué pour son pays, mais il est parti, mais la France continue. Il faut que nos dirigeants le comprennent. Oui, Daouda, Vital Kamere l'a très bien souligné. On a parfois l'impression qu'en Afrique, ces présidents qui s'accrochent au pouvoir pensent peut-être qu'il n'y a pas de vie après la présidence. Or, c'est faux. Non, il y a une vie après la présidence. Je pense que quand on a bien accompli la mission suprême qui est celle de diriger le pays, d'être au service du peuple, à un moment donné, il faut pouvoir laisser aux autres générations et aux autres compétences pouvoir s'exprimer. Je refuse que l'on puisse faire comprendre qu'il y a un seul homme, l'homme-providence, qui doit pouvoir diriger les destinées d'un pays et qu'à côté, il n'y en a pas. Donc sur ce côté-là, moi, je ne suis pas d'accord et je rejoins effectivement la position de l'opposition congolaise. Par contre, la question que je me pose, c'est quand même, puisque M. Kabila, aujourd'hui, il a quand même des affiliés, comme M. Kamere l'a dit tout à l'heure, et ces personnes-là font quand même partie de la nation congolaise. Donc, si on refuse le dialogue et qu'on part aux élections, imaginons que l'opposition remporte l'élection, il y a quand même une question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de toute cette population qui était aujourd'hui derrière Kabila. Est-ce que finalement ce dialogue politique, même s'il n'est pas justifié, ne permettrait pas de pouvoir rallier quelque part, en tout cas de pouvoir faire part à cette frange de la population des ambitions que porte aujourd'hui cette coalition de l'opposition? Monsieur Kamere, je vous laisse le droit de répondre. Non, la question elle est bonne, elle est claire. Nulle part dans les
termes de référence fixés par le président Kabila, pour les dialogues, il est question de parler du sort de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Si tel était le cas, ce serait carrément des négociations politiques pour savoir qu'est-ce que nous devenons après. Mais nous voulons dire aussi que les élections présidentielles sont couplées des élections législatives nationales. Et dans un pays comme la République démocratique du Congo, ça a été démontré, même si vous trichez, comme l'a fait le président Kabila en 2011, et vous n'allez pas remporter tous les sièges aux législatives. La preuve est que mon parti a 18 députés et nous avons un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres partis de l'opposition tels que l'MLC, l'IDPS et d'autres qui ont des députés au niveau de la Chambre basse et au niveau du Sénat. Donc nous disons que le pouvoir s'exerce à plusieurs niveaux. Et cette vision erronée de penser qu'on ne peut être utile à son pays qu'en étant président de la République, alors qu'il n'y a qu'un seul fauteuil, fausse les résultats. Pourquoi? Justement parce que nous avons fait la promotion des régimes des hommes forts au détriment des institutions. Alors, le président de la République est devenu comme un petit dieu. Il est là, c'est sa volonté, c'est ses faits et gestes qui sont exécutés. Je pense, pour nous, que le dialogue là n'est pas indispensable et le sort des Congolais qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce sont des Congolais comme nous. Certains seront députés, d'autres compétents. Nous ferons comme l'a fait le président Barack Obama, pourquoi pas, et Sarkozy l'avait fait, Hollande l'a fait. S'il y a une compétence éprouvée dans l'actuel camp du pouvoir, moi je passe président de la République démocratique du Congo ou quelqu'un d'autre, je crois que si nous voulons que le Congo avance, si nous avons besoin de compétences congolaises et non pas de couleurs politiques, si nous avons besoin de chefs d'état-major général, le ministre de la Défense, mais qui se trouve dans le camp de la majorité actuelle, nous faisons quoi? On dit parce qu'il est des camps de Kabila, ne peut pas travailler, non. Qu'est-ce que vous faites justement pour rassurer toute cette frange de la population qui est partie intégrante de la nation congolaise, même si son leader s'entête au pouvoir, quelle est votre stratégie pour rassurer ces personnes-là qu'il faudra fédérer quoi qu'il arrive plus tard? Non, je crois que ce n'est pas cette frange de la population qu'il faut rassurer. Il faut rassurer les individus, puisque la population, elle, n'est pas divisée à la question de l'alternance au pouvoir. Elle est unanime qu'il faut absolument aller aux élections et que la voix du peuple puisse trancher. Mais ce qu'il faut faire pour rassurer ceux qui sont en train de partir, en commençant par le président de la République, il y a une résolution de l'opposition, et j'avais été à la base de cette résolution pour proposer une loi portant statut d'ancien président de la République dans notre pays. En dehors du fait que le président de la République, de par la Constitution, est sénateur à vie, nous avons dit, est-ce qu'on ne peut pas faire une loi où on lui rassure un minimum de garde, de logistique, de préséance, et quand il faut le protocole, quand il faut l'inviter dans des manifestations publiques, il ne faut pas qu'il soit derrière le Premier ministre ou derrière le président de l'Assemblée. Alors nous disons, pour les autres, nous disons, c'est léger, démocratique, et les compétences vont trancher par la suite. Quand on a gagné, c'est comme ici en France. Quel est le sort de Sarkozy aujourd'hui et des autres qui étaient ministres hier? Ils attendent pour se présenter de nouveau devant le peuple français avec un projet différent de celui de Hollande. Et que le peuple français puisse trancher. Pourquoi l'Afrique doit se comporter autrement? Les idées, rien que les idées. La vision, qu'est-ce que nous faisons? Et le peuple va trancher. Merci Monsieur Calmeret. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.